En fait, les 5 livres correspondent plus ou moins à 5 questions qui ont été soulevées par des amis, souvent. C'est-à-dire que j'ai du mal à écrire comme ça dans l'absolu en disant bon bah tiens je vais prendre la parole en quelque sorte, je vais prendre la plume. Pourquoi faire? En revanche, quand on me pose une question, là j'ai envie de donner une réponse. Alors est-ce que pour autant il y a un suivi, il y a une logique? En fait la logique vient en quelque sorte du fait que le point de vue est un peu toujours le même. En fait, c'est le point de vue de quelqu'un qui ne parvient même plus à formuler sa pensée dans le cadre des catégories et des schémas qui sont aujourd'hui admis. C'est-à-dire que, à la limite, je ne le fais même pas exprès, si vous voulez, mais je ne peux plus penser dans les catégories qui sont aujourd'hui admises et qui servent aujourd'hui à organiser d'une certaine façon le discours institutionnel, y compris d'ailleurs dans sa réfutation para-institutionnelle. Donc la logique, c'est d'être ailleurs par rapport à ce qui se fait en général. Mais ça vient spontanément. C'est, je crois, le seul point commun en fait des 5 textes. À mon avis. C'est la première fois, il me semble, que l'agence Info Libre vous interviewe. Pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez un petit peu justement présenter l'approche que vous avez et les concepts aussi que vous avez mis en place? En fait, l'approche générale que j'ai, c'est de dire voilà, aujourd'hui les gens comme moi, c'est-à-dire la grande majorité finalement de la population française, ceux qui n'appartiennent pas à l'hyperclasse, on va dire, ont un problème très simple et très concret. Nous sommes dans un monde qui est extrêmement instable, qui devient de plus en plus dangereux, pour toutes sortes de raisons, et nous avons une classe dirigeante qui nous conduit droit dans le mur. C'est évident. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 2 possibilités principales. La première est de dire on va essayer de changer de classe dirigeante ou de changer la classe dirigeante. Je n'y crois pas beaucoup. Je pense que ça n'est pas, c'est pas un mauvais projet bien entendu, mais je pense qu'il y a peu de chances d'être réussi. Et donc il y a une deuxième approche qui consiste à dire bon ben c'est trop tard, on va aller dans le mur, ça va être la catastrophe, mais on peut s'y préparer individuellement et collectivement. Lorsque j'ai essayé de répondre aux questions que posaient mes amis, c'est toujours en vue de cela, en vue d'aider à dégager cette préparation collective. Si vous voulez, pour dire les choses très simplement, je vous disais tout à l'heure, je ne comprends même pas que la majorité de la population continue à aller voter les jours d'élection. Ça me dépasse. Mais moi qui n'ai plus rien de commun avec donc finalement la majorité de cette population sur beaucoup de plans, il y a en revanche une minorité dont je remarque que j'ai des points communs avec elle. Ce sont des gens qui réfléchissent, ce sont des gens qui sont inscrits dans le réel et qui veulent se préparer à la réalité qui vient. Alors, je veux de mal à personne, je ne veux pas de mal à cette majorité inconsciente. Mais quelque part, je ne peux rien pour elle. Et puis d'une certaine façon, quand même, je trouve que les gens choisissent leur destin. Je crois que c'est Monterland qui disait à la fin des années 30 que sur la longue durée, les peuples ont toujours un peu les gouvernements qu'ils méritent. Et il parlait des gouvernements français qui avaient réussi l'exploit qu'on sait en laissant Hitler faire ce qu'il a fait. C'est un petit peu la même chose, quoi. Quand on réussit quand même pratiquement à se tromper tout le temps, sauf peut-être le 29 mai 2005, c'est la seule fois où les Français ne se sont pas trompés, sinon ils se sont trompés tout le temps. À un moment, on obtient des résultats, on les mérite. Alors j'ai rien contre eux, mais c'est comme ça, voilà. Mais il y a aussi cette minorité qui, elle, n'y est pour rien. Il y a des jeunes qui arrivent là-dedans, ils n'ont pas trempé dans toutes ces âneries. Il y a aussi une partie de la population qui n'a jamais cautionné tout ça. C'est pour ces gens-là que j'écris,
Et je trouve que ces gens-là devraient maintenant prendre conscience du fait qu'ils n'ont pas à subir le sort que la majorité s'est fabriquée à elle-même. Moi, je veux faire émerger cette minorité consciente qui va s'organiser et se préparer. C'est ça ma démarche, en fait. Je crois que le mot clé, c'est le réseau. C'est le réseau. Mon ami Piero San Giorgio, qui est là, propose une approche individuelle, c'est très bien, il a raison, il faut le faire. Mais ça ne suffit pas. Voilà, les BAD, ce genre de choses, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Il y a un moment où ce qu'il faut constituer, à mon avis, c'est un réseau de ces gens conscients, organisés, et qui incubent, si vous voulez, alors je vais employer un mot un petit peu technique, un petit peu compliqué, ce qu'on appelle un mémplex. Alors c'est de la mémétique, c'est-à-dire c'est un ensemble, si vous voulez, on va dire, de virus mentaux, on va appeler ça comme ça, que les gens partagent et qui les font fonctionner spontanément ensemble. Je pense que ce qu'il faut fabriquer, c'est ce mémplex des gens qui, collectivement et individuellement, s'organisent et se préparent. Ça, il est de Étienne Chouard, c'est l'idée de virus. Oui, alors je connais Étienne Chouard. Alors, je vais vous raconter un truc amusant sur Étienne Chouard. C'est drôle, c'est juste drôle. Vous savez que Chouard, il y a 2 ou 3 ans, c'est vraiment très amusant, s'est fait traiter de fasciste. Alors là, c'est vraiment très drôle. Je veux dire que moi, à la limite, on me traite de fasciste. Non, c'est pas exact. Moi, je me définirais pas du tout comme ça parce que je vis au XXIe siècle, je ne vis pas au XXe siècle. Donc. Mais compte tenu de mes fréquentations, compte tenu des gens avec lesquels j'ai donné des conférences, ça ne m'étonnerait pas. Ce serait une erreur en fait, mais ça ne m'étonnerait pas. Mais Chouard, c'est franchement ridicule. Ben oui, voilà, enfin, vraiment on est dans l'inversion totale. Et alors, du coup, moi quand j'ai vu ça m'a fait éclater de rire, surtout qu'il s'est fait traiter de fasciste parce que tout simplement il avait lu un livre que nous avons publié qui est Les secrets de la réserve fédérale, et il avait dit que c'était intéressant. Et moi, tout de suite, il y a des types qui ont été fascistes, parce qu'il se trouve que l'auteur de ce texte, Stas Mullins, est mort effectivement dans la peau d'un antisémite frénétique. Et le livre lui-même, Les secrets de la réserve fédérale, n'a rien d'antisémite d'ailleurs. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que le mot juif ne figure même pas. Ça ne parle pas du tout de ça. Mullins a ensuite dérivé, il a évolué. Il a fini donc des écrits effectivement qui sont moins intéressants, on va dire, mais le livre en lui-même, non. Et alors donc, ce pauvre Étienne Chouard se fait traiter de tous les noms à cause de ça. Et donc, moi, j'ai fait une bêtise à ce moment-là. J'ai commis l'erreur de poster, je crois, un commentaire. Je crois que c'était sur son site, sur son blog, pour dire, bah écoutez, c'est complètement ridicule. Le fait que vous ayez apprécié un livre que nous avons publié n'implique pas du tout, d'abord que vous êtes d'accord avec nous sur tout, c'est bien évident, enfin je veux dire, et voilà, et je suis frappé de voir qu'en fait on vous traite de fasciste, comme si on voulait interdire à quelqu'un qui vient de la gauche, puisqu'il est quand même appelé la gauche, de s'intéresser à la question de la création monétaire. Tiens, c'est intéressant, comment ça se fait? Bon. Et alors du coup, il y a une espèce de machin antifa, je ne sais pas ce que c'est, et ils ont fait un article disant que Étienne Chouard avait des, entre guillemets, je crois qu'ils avaient dit, inspirateurs d'extrême droite, je ne sais pas quoi, et j'étais dans le lot, à cause de ce commentaire. Donc c'est pour ça, je ne sais pas si vous devez diffuser cette interview sur la partie sur Chouard, vous faites comme vous voulez, mais d'une certaine façon, moi j'évite presque d'en parler, parce que bon, on n'est pas d'accord sur plein de sujets avec Chouard, attention, hein. Lui c'est lui et moi c'est moi, et lui c'est un mec de gauche et moi je suis un mec de droite, hein. Il faut bien comprendre que ça existe. Mais on peut se respecter, on peut discuter, on peut échanger des idées. Mais peut-être que je vais lui nuire simplement du fait que j'ai dit que j'appréciais son travail. Alors c'est à vous de voir. Mais on en est là, quoi. Il me semble que vous avez une base Alors on a monté avec quelques copains, on est en train de monter une base autonome durable. Donc je vous dirai pas où elle est. Alors en fait, on a fait le choix de le faire collectivement parce que c'est beaucoup plus facile. Et c'est le conseil que je donnerais aux gens. Si vous connaissez des gens, alors il faut vraiment le faire entre gens, si vous voulez, qui sont compatibles, avant qu'ils se connaissent depuis longtemps.
L'expérience montre qu'il vaut mieux que ce soit des gens qui ont à peu près le même background culturel, à peu près le même statut social et à peu près le même âge. Sinon, ça peut poser des problèmes. Mais si vous pouvez définir un petit groupe comme ça, faites-le en groupe, parce que c'est beaucoup plus facile que de le faire seul. C'est beaucoup plus facile pour tout un tas de raisons pratiques. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Je rappelle donc que vous êtes cofondateur des éditions Retour aux sources. Vous êtes fondateur aussi du site Scriptoblog et votre dernier ouvrage s'appelle Essai au pluriel. Voilà, merci.